Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui c'est Ophélie qui vient nous raconter son histoire. L'histoire de Julia, sa petite puce, son arrivée houleuse lors d'une césarienne programmée mais vous allez voir parcourue de péripéties, le RGO de Julia, l'errance médicale, les traitements, les tentatives. Et puis surtout, une rencontre, la nôtre, et un coaching sommeil qui n'apporte pas le petit miracle tant espéré d'un bébé qui dort avec des gros guillemets comme les autres. Ophélie, c'est une détermination sans faille dans son projet d'allaitement et d'accompagnement respectueux de sa fille, malgré l'épuisement et malgré l'entourage et ses conseils non sollicités. Merci encore Ophélie pour ta confiance et sans plus tarder, place à l'épisode. Salut Ophélie. Bonjour Manon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir. C'est ça, c'est même pas une invitation, tu as demandé à participer. Et oui. C'est chouette parce que c'est la première fois qu'on a une sollicitation comme ça. Donc je suis très honorée que tu aies choisi cette plateforme pour raconter ton histoire. Avant qu'on rentre dans le vif de cette histoire justement, il y a une petite question gimmick en début d'interview. Si tu devais essayer de résumer ta maternité en 3 mots, comment est-ce que tu ferais ? Oh, c'est difficile. Alors, le premier mot, je pense, qui vient à beaucoup de mamans, c'est magique, difficile. Et le troisième, ça serait quand même un mot positif, ça reste quand même merveilleux. Waouh, ok. On va voir effectivement quand tu vas nous raconter un petit peu par quoi, toutes les phases par lesquelles tu es passée, ça justifie grandement effectivement ces termes-là. Ouais. Alors, avant de partir sur l'histoire, ton histoire de maman, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta famille aujourd'hui, qui c'est qui habite avec toi ? Alors, du coup, je suis maman d'une petite fille qui vient d'avoir 2 ans, qui s'appelle Julia. Et je suis du coup en couple avec son papa depuis maintenant 10 ans. D'accord, depuis 10 ans. Ouais, quasiment. Enfin, en 2024, donc presque. D'accord, ok. Ah, c'était un chéri de jeunesse ? Exactement, on s'est rencontrés quand on faisait nos études en BTS. On n'est pas allé chercher bien loin, on était dans la même classe. Trop classe. Alors, là, c'est vraiment sur toi qu'on va se cibler, qu'on va se centrer. D'aussi loin que tu t'en souviennes, à quand remonte ton désir d'enfant ? Oh, depuis toujours. Pour moi, devenir maman, c'était une évidence. Déjà, quand j'étais enfant, j'aimais m'occuper des autres enfants. J'ai toujours eu cette fascination auprès des enfants et je dirais même plus particulièrement des bébés. Je les trouve, même encore aujourd'hui, je trouve ça fascinant, un bébé. J'adore les observer. J'aime beaucoup le milieu de la petite enfance. Donc pour moi, c'était évident qu'un jour ou l'autre, je devienne maman. D'accord. Et du coup, donc vous vous rencontrez avec Julien assez tôt. Est-ce que c'est quelque Oui. chose dont vous parlez vite ? Oui et non, parce que quand on se rencontre, on n'a pas terminé nos études, donc avoir un bébé n'est même pas envisageable à ce moment-là. De toute façon, on ne vit même pas ensemble. Donc on termine nos études, on se lance dans la vie professionnelle. Après, bien sûr que Julien, lui, du côté de sa famille, il est vrai qu'ils font des enfants assez jeunes. Quand je dis assez jeunes, c'est avant 25 ans. Donc, lui a cette envie, effectivement, de faire un peu pareil et d'être papa assez jeune. Par contre, moi, pas vraiment. Autant j'ai effectivement envie d'être maman, mais finalement, pris dans la jeunesse et pris dans le goût de la vie active, je me vois pas devenir maman si jeune que ça, quoi. Et on comprend. Ouais. Donc c'est pas un projet qu'on met sur le tapis finalement rapidement, hein. Donc on fait ce qu'on a à faire, on se lance dans la vie active, on fait nos projets, on achète notre appartement et c'est qu'après avoir le projet bébé vient. D'accord, ok. Et quand est-ce que ça se met en place justement ? Quand est-ce que vous vous dites, tiens, ça y est, c'est maintenant, top départ, on y va ? Alors, comme j'ai dit, voilà, le point de départ, c'était d'acheter notre appartement. Donc, une fois que ça s'était fait, forcément,
le projet bébé allait arriver. Mais avant, on voulait faire un gros voyage, le voyage un peu d'une vie. On voulait aller se marier à Las Vegas. Bon, Waouh! problème, le Covid est arrivé. Oh Donc non. ça a un peu chamboulé le truc parce que c'est vrai qu'on s'était dit on partirait à Las Vegas et après le voyage on mettrait en route projet bébé. Donc ça allait se faire de toute façon dans l'année 2021. C'était à peu près prévu comme ça. On devait partir en avril 2021 et puis quand on rentrait on lançait le projet. Et puis 2020 arrive le Covid, les confinements à répétition. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé à ce moment-là, quand est-ce qu'on allait pouvoir revoyager, dans quelles conditions. Euh, Tout ça fait qu'on n'a pas de visibilité, donc on lance pas le projet voyage. Et puis on se dit, mais finalement on n'a pas de visibilité si on allait pouvoir le faire ou pas un jour ce voyage. Et c'est moi qui lui dis, on va pas attendre, on le fait, et puis voilà. Donc voilà, je tombe enceinte en février 2021. Combien de temps après le fait de vous être dit, ok, on lâche et... 2 mois. Ah oui! C'est Ah, donc très c'est allé rapide. assez vite. Ouais, très très rapide. Mais tant mieux parce Ok. que j'étais très contente et puis en plus, voilà, on passe pas par les étapes de stress, de pression, tout ça. Donc j'étais très reconnaissante de tomber enceinte aussi rapidement. Tu te rappelles un peu comment ça s'est passé? Est-ce que tu suivais beaucoup tes cycles ou est-ce que tu t'es dit, tiens, là j'ai un retard, peut-être que tu avais des symptômes, comment tu t'en es aperçu? Bah, je l'ai senti. En fait, j'étais même pas en retard de règles. Je sais pas pourquoi. J'ai fait mon anniversaire et le lendemain de mon anniversaire, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Je sentais il y avait quelque chose en moi. Et puis en fait, je décide de faire un test négatif. Bon, j'attends. Mais j'avais même pas de retard de règles, hein. C'était vraiment un ressenti comme ça. J'attends une semaine, je refais un test négatif. Bon, je me dis, bon, arrête de faire une fixation là-dessus, passe à autre chose. J'ai un retard de règles et moi, je n'ai jamais eu de retard de règles. J'ai toujours été réglée comme une pendule. Donc je me dis, ah, bon bah, je suis enceinte, je vais faire un test négatif. Je me dis, mais c'est bizarre, ça y est, ça commence, tu commences à faire une fixation psychologique dessus, faut se détendre et tout. Donc je laisse quelques jours passer. Toujours pas de règles, et pourtant cette petite douleur, comme si on allait avoir les règles qui allaient débarquer. Je me dis, c'est vraiment bizarre quoi. Moi, je sens qu'il y a quelque chose. Alors je me dis, bon, je vais aller faire une prise de sang, c'est plus sûr que les tests urinaires de la pharmacie qui coûtent une blinde en plus. Et je fais cette prise de sang, et en fait, 1 heure plus tard, elle revient, et le taux qui est affiché dessus est un ou deux chiffres au-dessus du seuil détectable. Donc je crois qu'il faut être à 5 unités, et j'étais à 8. Mhm. Donc je me dis, mais ça veut dire quoi alors du coup? Parce que je suis enceinte ou je suis pas enceinte? Je comprenais pas trop, parce que je me dis, c'est limite limite. J'ai téléphoné au labo, ils m'ont dit, bah si, c'est considéré comme enceinte, mais vous êtes vraiment au début du début, quoi. Effectivement, l'écho de datation a révélé que j'étais enceinte que depuis 15 jours. D'accord, ok. Donc normalement, on fait même pas de test de grossesse à ce stade-là. Les femmes attendent plus longtemps, mais moi, j'étais trop pressée. Oh, il y en a certaines, on a vraiment tous et toutes un rapport différent avec ça, plus ou moins obsessionnel en fonction de nos vécus, en fonction Ouais. de si on nous a dit qu'on allait galérer ou pas. Enfin, il y a pas une façon d'attendre un bébé de la même manière. Mais du coup, t'étais avec Julien quand t'as eu les résultats ou t'as pu lui annoncer? Mais en fait, il le savait que j'avais fait des tests. Je lui avais dit qu'à chaque fois c'était négatif. Et je lui ai dit, bon, écoute, je vais aller faire une prise de sang, comme ça on sera plus sûr. Et bon, il était au boulot, puis moi j'étais en télétravail. Et toute la journée, il m'a envoyé des messages. Il me dit, alors, t'as les résultats? Et j'ai dit, non, non, bon, pas encore les résultats. Alors qu'en fait, je les avais reçus. Mais je voulais pas lui annoncer comme ça. Je trouvais ça nul. Donc, je me dis, faut que je trouve quelque chose, mais pas le temps parce que je travaille et qu'il allait rentrer le soir. Et je me dis, bon, faut que je trouve une idée. Alors, ce que je fais, c'est que je change le fond d'écran de son ordinateur, comme il joue beaucoup aux jeux vidéo le soir. Et je fais un montage photo vraiment moche, mais avec une photo, félicitations, tu vas être papa, avec un dessin de bébé et une femme enceinte. J'ai juste fait ça. Et puis le soir, je lui dis quand il rentre qu'il faut qu'on regarde un truc sur l'ordinateur. Je sais plus quelle excuse je lui sors.
Puis du coup, bah, il allume l'écran, puis il voit le fond d'écran. Oh là Donc là. là, après, là, il a compris. Et c'est comme ça que je lui ai annoncé. Oh, il était content? Oh oui, oh oui, il a pleuré. Oh là là, ça c'est les Ouais, histoires qu'on aime. ouais. Ok. Et donc, comment se passe ta grossesse? Super bien. Moi, j'adore être enceinte. Je trouve ça merveilleux. Alors bien sûr, j'ai des maux de grossesse, bon, comme tout le monde, j'ai des nausées, mais honnêtement, pas quelque chose de bien dérangeant et qui dure pas très longtemps non plus. Très rapidement, j'ai mal au dos quand même à 5 mois, mais tous ces petits trucs négatifs vraiment n'entachent pas le bonheur que je ressens d'être enceinte et à quel point j'aime voir évoluer mon corps aussi et les sensations qui vont avec. Vraiment, j'adore être enceinte. Ah, mais c'est cool, franchement. Ok, donc pas d'événement particulier, t'as été sereine du début à la fin. Tellement sereine que je ne veux absolument pas lire des bouquins sur la maternité, sur l'éducation, En fait, j'ai envie de me dire, ok, moi je veux tout faire au feeling, je veux faire parler mon instinct maternel, je veux faire comme je le ressens. Donc en fait, je me renseigne sur rien. Je sais pas si avec du recul c'était une bonne stratégie. Alors après, voilà, je me permets de faire un tout petit astérisque. Des fois, c'est pas parce qu'on est ultra renseigné et même que c'est son boulot qu'on se prémunit Ouais. contre des galères. Donc, j'ai envie de dire, on fait bien avec ça. Voilà, disons ça plutôt comme ça. Le plus important, c'est l'intuition, finalement. Le reste après. Oui, Si on n'a pas l'info, on va la à chercher. ça, je suis totalement d'accord avec ça. Comment tu te prépares à l'accouchement? Eh ben, en fait, je me prépare pas, tout simplement parce que j'ai un bébé qui est en siège depuis mes 5 mois de grossesse. Donc, la césarienne programmée me pend au nez depuis déjà plusieurs mois. C'est vrai que rapidement, je sais que je n'aurai pas un accouchement naturel par voie basse. Donc, je me prépare pas à ça. T'es en paix avec ça ou est-ce que tu voulais essayer des choses, une version peut-être pour quand même avoir un voix basse? Alors oui, bien sûr qu'on te propose enfin, de faire bouger bébé. On te propose aussi, finalement, tu peux accoucher par voie Bien basse, sûr. même avec un bébé en siège. Par contre, c'est quelque chose qui est ultra médicalisé, qui est fini, qui a un très gros taux de risque de finir en césarienne d'urgence. Euh, donc en fait, finalement, l'inversion ou l'accouchement par voie basse avec un bébé en siège, j'avais pas du tout envie parce que je trouvais que le taux de réussite n'était pas assez élevé pour tenter l'expérience. Donc rapidement, je décide finalement d'opter pour la césarienne programmée. Et je ne suis pas déçue, j'accepte la situation telle qu'elle est en fait. J'avais pas un type d'accouchement idéal en tête. D'accord, d'accord. Oui, ce qui t'a permis en fait d'avoir du coup la date où t'allais rencontrer ton bébé, de te préparer, d'y arriver sereine. Ça, c'était autre chose, par contre. Ah, raconte-nous. Alors, entre le fait qu'on te dise que tu acceptes que tu auras une césarienne programmée, puis qu'on te donne le jour, l'heure, ça, c'est bizarre, par contre. Hmm. Parce que, oui, effectivement, bah, moi, j'ai jamais connu des contractions, à part les fausses contractions qu'on a au long de sa grossesse, mais les contractions de travail, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est un peu bizarre de se dire, ok, bon, bah, j'ai rendez-vous demain à 7 h à la maternité, pas pour accoucher, quoi. Hmm, bien sûr. C'est particulier et, et c'est en ça que mon accouchement est particulier, c'est que à aucun moment finalement je réalise que je suis en train d'accoucher, que je vais accoucher et que je deviens maman. C'est trop brut en fait. D'accord. Je pense comparé à quelqu'un qui commence à ressentir des douleurs, qui sent qu'il se passe des choses dans son corps, puis des fois bah, le travail il dure des heures et des heures. On, je pense qu'on réalise plus ce qui est en train de se passer que moi qui suis là, qui a un rendez-vous finalement comme un autre, quoi. Hmm, Et qui se d'accord. sent tout à fait normal. Comment tu vis la césarienne du coup, ce moment-là? Déjà, c'est un peu particulier parce que finalement, j'avais 1 heure de rendez-vous et ce jour-là, il y a eu une multitude de césariennes d'urgence. Donc, finalement, au lieu d'arriver, d'accoucher à 9 h comme ce qui était prévu, j'ai accouché à 19 h. Oh, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Même les sages-femmes, après, quand je suis remontée en salle de naissance, elles
m'ont dit on n'a jamais vu ça, vous avez vraiment pas eu de chance. Au final, c'est comme si j'avais accouché par voie basse, hein, j'ai attendu aussi longtemps. Donc en fait, cette attente a été très très longue et finalement, ça a généré du stress et de l'angoisse que je n'avais pas jusqu'à présent. Mais le fait d'attendre, on commence à se poser des questions, on stresse un peu, c'est compliqué. À chaque fois, on nous dit bon, finalement, ça va être dans 2 heures. Puis après, non, du coup, il y a des jumeaux qui arrivent, donc vous allez devoir attendre. Donc c'est un peu compliqué, l'attente. Ouais, je me doute. T'étais avec ton conjoint tout le temps? Oui, jusqu'à 16 heures, parce qu'à 16 heures, ils me descendent au bloc, pensant que là, c'était OK pour eux. Et en fait, ils arrêtent mon brancard devant le bloc et ils me disent ah bah non, finalement, on est désolé, il y a des jumeaux qui arrivent en urgence, donc ils passent avant vous, ce qui est logique. Et j'attends. Et à ce moment-là, non, il n'y a pas mon conjoint parce que c'est un espace où il peut pas être. Donc il est dans une autre salle en train d'attendre. Donc lui-même ne sait pas ce qui se passe du coup. Parce que personne ne va le voir pour lui dire que du coup je ne suis pas en train d'accoucher en fait. D'accord. Donc Mais il a bien compliqué. été, On ça se... il était stressé, j'avais pas mon portable non plus, hein, vu que j'étais censée aller accoucher. Donc oui, non, il a stressé, il a beaucoup stressé et c'est à un moment donné, c'est un personnel médical, je sais plus quelle était sa fonction. Je lui dis juste, est-ce que vous pouvez aller voir mon conjoint, juste lui dire que tout va bien parce que je pense qu'il est pas au courant. Eux-mêmes, en fait, le personnel avait oublié le conjoint, quoi. Ah oui. Ils savaient même plus où il était. Donc finalement, ils sont allés le chercher et puis après, on a attendu ensemble devant le bloc. Parce que ça prend longtemps, une césarienne en plus. Ouais. 2 jumeaux. D'accord, donc l'avant Voilà. est laborieux, ok. Et le Voilà. pendant, comment ça se passe pour toi, l'opération? Autre chose qui se passe atypiquement, c'est un interne qui se charge de me faire ma rachianesthésie. Bon, jusque-là, ok. Il fait sa manœuvre. Et après, on doit attendre un petit laps de temps que l'anesthésie se propage dans le corps et donc ils font des tests sur la peau pour savoir si on ressent des choses ou pas. Et ça, c'était ma plus grosse angoisse, c'est qu'il m'ouvre alors que je le sente en fait, que je sois pas assez anesthésiée parce que ça arrive. Hein. Donc ça, c'était vraiment mon angoisse. Et ce qui se passe, c'est que l'anesthésie ne marche pas. Ouah. Donc Oh on non. attend 20 minutes et il se passe rien. En fait, j'ai les jambes engourdies, mais je ressens tout. On me pince, je le sens. Et là, en fait, ça fait monter vraiment du stress en moi parce que j'avais peur qu'on me croie pas, qu'on pense que je fabule à cause du stress ou autre. Et moi, je leur disais, mais je sens tout, hein, vraiment, vous me faites mal. C'est pas possible et tout ça. Donc on me dit, ok, bon, on attend encore 10 minutes. Chez certaines personnes, ça peut prendre du temps. L'autre partie de stress qui me vient, c'est que souvent quand ça fonctionne pas, finalement ils décident de faire une anesthésie générale. Et oui. Et ça aussi, c'était du coup ça commençait à m'angoisser aussi, parce que j'avais pas du tout envie de ça. Hein. Donc ça devient un peu stressant. Il faut savoir aussi que le bloc opératoire, il y a énormément de monde dedans. Je m'attendais pas à ça. On n'est pas juste 2-3 personnes. Il y a vraiment toute une équipe médicale. Et ça aussi, c'est très impressionnant quand on arrive. Il y a tout le monde qui vous regarde. Et donc là, vous avez tout le monde qui est en tenue et qui attend en fait le feu vert pour vous ouvrir, quoi. Et il se passe rien. Et c'est très... et cette ambiance, déjà, il fait froid. Et c'est tendu. Je sens que c'est tendu. Tout le monde attend. Tout le monde est pressé. Et là, on arrive à l'heure où il y a les changements d'équipe de jour et de nuit. Donc tout le bloc part, tous les gens que j'avais rencontrés, notamment la sage-femme qui allait récupérer le bébé, s'en va, parce qu'elle a fini sa journée, et tout est remplacé par une nouvelle équipe. Oh non. Ah, c'est super bizarre. Même l'infirmier qui était avec moi, qui me parlait, disparaît. Mais non. Si, donc ça faisait déjà 30 minutes que j'étais avec ces mêmes personnes, et tout, changement d'équipe, donc tout se change. Une sage-femme devient un sage-femme, quelque chose de totalement atypique. Donc à qui il faut tout répéter aussi, dire que moi je veux allaiter, donc je veux le plus rapidement possible qu'on me mette le bébé au sein. Il y avait aussi ces histoires d'injection parce que je suis de résus négatif, donc fallait faire une injection tout de suite après l'accouchement, donc faut répéter tout ça, donc un peu pénible. Et puis bon, au bout de 40 minutes, l'anesthésiste décide de refaire une piqûre. Du coup, il a laissé l'interne de côté, il a dit c'est moi qui prends en charge. Il refait et effectivement,
Au bout de 3 minutes, je suis totalement anesthésiée. Sauf que je suis tellement anesthésiée qu'elle monte un peu trop haut l'anesthésie. Au lieu d'être anesthésiée jusqu'en dessous de la poitrine, je suis anesthésiée jusqu'aux épaules. Ah, super. Ça va me créer des douleurs à l'épaule tout au long de mon séjour à l'hôpital. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, maintenant que je suis anesthésiée, tout peut commencer. Enfin. Et là, tout va très, 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 mais très vite. Entre le moment où ils vous incisent et ils sortent le bébé, c'est impressionnant. Déjà, vous avez votre corps qui bouge dans tous les sens. On sent pas les mains. Alors moi, ça, c'était une angoisse. J'avais peur de sentir des mains à l'intérieur de moi. Vraiment, c'était quelque chose. J'avais pas envie de ressentir ça, mais je rassure tout le monde, on ne sent pas les doigts ou les mains. Non, on Pas sent pas d'effet ça. alien. Non, non, non. Par contre, effectivement, ce qu'on sent, c'est que on va chercher quelque chose à l'intérieur de vous et Hmm. on le tire, quoi. Et votre corps, vous êtes vraiment secoué sur la table, hein, clairement, parce qu'il faut faire sortir le bébé. Donc, ils sortent ma fille, tout se passe bien, elle pleure tout de suite. Et là, on vous la met rapidement contre votre visage, mais vous avez à peine le temps de voir à quoi elle ressemble, qu'on l'emmène. Et là, votre conjoint, le bébé, le sage-femme part. Et vous restez seul Super. dans ce bloc. Avec personne qui vous parle alors que vous êtes conscient, hein, du coup. Hein. Et vous êtes seul, personne vous parle, vous savez pas finalement ce qui se passe avec votre bébé parce que vous voyez pas, vous entendez un petit peu les bruits un peu lointains. Mais bon, on vous laisse dans le bloc comme ça, avec juste comme pourvu les lumières au plafond et les bruits de chirurgie, quoi. On Oh entend là le là. bruit des agrafes, d'aspiration, on entend les médecins qui parlent entre eux, enfin en fait, personne ne vous parle, eux, ils se racontent leur vie normale. Hein, donc, ça parlait de nuggets. J'étais là, Quoi? j'étais là, mais vraiment, quoi. Et moi, j'avais pas mangé de la journée en plus. Oh, pas cool, les gars, pas cool. Ouais, ouais, On le sait que c'est votre boulot, mais pas cool. Ah, ok. ouais. Ouais. Donc, on va dire, rien de. Il n'y a, pas de y a pas de magie à ce moment-là, on va pas se mentir. Il n'y a rien de merveilleux ni d'idéal. J'ai même du mal à réaliser comment enlever le bébé de mon ventre, quoi. Enfin, c'est vraiment. Hmm. Je suis juste là, passive, et attendre que ça se termine, quoi. Et puis une fois que ça se termine, on vous dit c'est bon, ça s'est bien passé. Ok, cool. Bah, c'est super. Merci, les gars. Ouais, Ok. super, super. Et combien de temps dure ce moment-là après la sortie de Julia? Je sais pas, mais en tout et pour tout, la césarienne, grand max, c'est 45 minutes. D'accord. Ok. C'est très rapide en fait. Ça prend pas si longtemps que ça, mais pour nous qui sommes sur la table opératoire, c'est très long. Oui, non, mais C'est c'est très très ça. long. C'est l'après. Une fois que le bébé est sorti, effectivement, se Oui, sentir charcuté. Après, j'imagine encore une fois, il y a plein d'expériences différentes de ce moment-là en fonction des sensibilités, mais mm, parfois on tombe sur un milieu hospitalier. En fait, faut remettre aussi les choses dans leur contexte, de leurs conditions de travail. Ils sont voilà, en ils sont sous-effectif, pressés. pas Ils valorisés, sont mal payés, pressés. ce que tu veux. Donc Ouais. forcément, c'est un boulot, il y a besoin de décompresser. Mais on comprend qu'il y a une disparition du facteur humain, un Mm. petit peu en tout cas. Ah bah Mais totalement. ça n'empêche que l'accouchement, c'est un moment qui est fondamental et fondateur dans une vie et que on a besoin que ça existe aussi pour les personnes qui sont présentes, quoi. C'est ça, moi j'ai vu après qu'il y avait des hôpitaux qui proposaient, quand c'était des césariennes, de faire pousser la maman, de Tout à faire fait. attraper le bébé à la maman. Et moi je trouve ça super super important parce que ça fait trop opération quoi. C'est trop médicalisé. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. D'autant que quand là, a priori, en plus, c'était anticipé, Mm, parce que bon, en urgence, on comprend bien que s'il y a un facteur vital, oui, d'accord, d'accord. Mais là, vous aviez le temps, ils avaient le temps d'anticiper ça. Donc, ouais, ça aurait peut-être pu se passer autrement. En tout cas, on refait pas l'histoire, mais je suis désolée que tu aies mm. que tu aies dû traverser ça, quoi. C'est comme ça. J'ai dû faire mon deuil après de ça. Bah, en fait, ce qui est dur aussi, c'est que après, c'est vis-à-vis de l'entourage. Les gens, parce que vous avez une césarienne qui plus est programmée, oh bah ça va. Quoi? Euh, oh bah ça va. C'était pas, ça va quoi. C'était pas une césarienne d'urgence. Enfin, ça va. T'as pas accouché. Ça va. T'as pas eu des What? contractions. En gros, ça va. Il est cool ton accouchement. Eh, tu t'es fait ouvrir en deux. Pardon, mais enfin. Oui, c'est ça qu'on oublie. Mais en fait,
on m'a découpé des abdos quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 10 couches qu'on découpe pour une césarienne. Mhm. Donc le temps de récupération, et c'est pas du tout pareil qu'un accouchement par voie basse. C'est sûr que par voie basse, on va peut-être souffrir pendant peut-être des heures, voire peut-être des jours, mais après c'est fini. Mais alors par contre, la césarienne, vous souffrez peut-être pas sur le moment, mais moi j'ai eu mal pendant un mois derrière. Non, puis la Donc douleur physique, je c'est suis désolée, chaud. c'est un facteur qui contribue à ce que c'est que l'expérience d'un accouchement, mais c'est carrément pas la même chose. Et tu vois, typiquement, moi j'ai eu 2 accouchements, les deux sans péridurale, une fois choisi, une fois pas choisi. La césarienne, ça me terrifiait. Et les seules expériences de milieu médical que j'ai pu avoir, soit en accompagnant des personnes, soit en récit, etc., je me disais, mais les femmes qui vont à l'hôpital et à qui parfois, pour des raisons X ou Y, bah, la situation échappe et du coup on part en césarienne, mais il faut une force et une résilience pour faire face à ça que moi Mm. j'étais pas sûre d'avoir, quoi. Donc non, 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 non. Quand on accouche en césarienne, même programmée, on accouche quand même. Faut pas oublier qu'on joue sa vie à chaque fois, Mm. quelle que soit la Ah oui, situation. il peut se passer des mauvaises choses, hein. Mais C'est oui. pas anodin. Euh, oui, ça reste un acte chirurgical qui a des conséquences derrière. Il y a un post-opératoire, il y a tout un tas de process derrière. C'est pas anodin. C'est pas juste on a ouvert, on a refermé. C'est pas si simple que ça. Ben non, bien sûr, mais t'as raison de le dire, je pense que c'est important parce que si en Mm. plus toi t'as vécu cette espèce de retour extrêmement violent de l'entourage de oh, ça va, c'est pas non plus, bah Ouais. en fait c'est important qu'on vienne dire si, 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 si les gars, ça reste une expérience. En plus, comme je disais, donc la douleur c'est une chose, mais il y a tout l'accompagnement, il y a tout le fait que toi tu décris quand même une scène très froide, très impersonnelle où du coup les personnes sont interchangeables, parlent entre elles. Toi, t'existes peu finalement Mm. dans l'expérience. C'est d'une violence extrême. Donc non, non, faut Ouais. se remettre de ça, hein. Bah ouais. Ouais, non, c'est sûr. Manifestement, tu digères ça et tu rencontres Oui. Julia quand même. Raconte-nous ça un peu. Oui. Alors du coup après on me met en salle de réveil et par chance parce que c'est pas dans tous les hôpitaux qu'on peut avoir son bébé en salle de réveil. Souvent il a un pot à pot avec le papa. Alors du coup lui il a pas eu ça. Mais ils sont venus tout de suite en salle de réveil avec moi. Donc bon, forcément je découvre ce petit être humain mais que je ne prends pas encore dans mes bras parce que ce qui se passe c'est que j'ai des effets indésirables de l'anesthésie. Enfin, j'ai toujours eu ça, hein. C'est-à-dire que moi après tout mon corps se met à trembler. Mhm. Donc je claque des dents, je tremble, c'est un effet indésirable très commun qui se disperse au fil de que l'anesthésie s'en va aussi quoi. Mais ce qui m'empêche de la porter parce que j'ai pas envie de la porter en étant tremblante comme une fois. Je veux pas que notre premier contact physique ressemble à ça. Donc j'attends puis je l'observe dans les bras de son papa quoi. Et puis une fois que cet effet se dissipe, bah, le sage-femme vient et me propose de la mettre au sein. Et c'est là que la magie opère à ce moment-là. C'est ce contact. Alors déjà, bon, l'allaitement, c'était mon projet, mais c'est ce premier contact, voilà, de physique, peau à peau. Je trouve ça juste tellement naturel et tellement beau, en fait, de la voir, bah voilà, téter comme ça. C'est là que je peux la toucher, la sentir. Ça sent tellement bon un bébé qui vient Mhm. de naître. Donc, donc c'est là que ça devient magique à ce moment-là. Ouah. Et donc la mise au sein, l'allaitement, ça se passe bien? Bah, la première tétée, super bien. Elle a déjà un bon réflexe de succion. Donc, donc ça, c'est plutôt cool. Après, on va voir par la suite du séjour à la Ouais. maternité que c'est pas si simple que ça, c'est pas si naturel que ça. Mais en tout cas, la première mise au sein se passe super bien. D'accord. Ok. Raconte-nous justement la suite de ton séjour à la maternité. Bah, la suite se poursuit. Alors bon, je suis en post-opératoire, donc grosse difficulté pour se mouvoir, pour porter son bébé aussi. Donc c'est sûr que les 2 premiers jours, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe. Je dois beaucoup appeler le personnel pour lui changer la couche, ou alors Julien, bah, quand il est en heure de présence à la maternité.
Et puis après, pour les mises au sein, c'est là qu'en fait je me rends compte que l'allaitement c'est compliqué. Parce que, alors, le fait que bébé sache téter au sein, ça c'est naturel. Par contre, le fait que bébé sache téter sans blesser maman, ça c'est moins naturel. Donc ça, il faut apprendre ça, apprendre à mettre son bébé au sein sans qu'il nous fasse de crevasses, qu'il nous fasse mal et qu'il puisse téter le mieux possible. Et ça, je trouvais tellement, c'était technique en fait, la position, lui ouvrir la bouche, le mettre le sein dans la bouche, tout ça. J'ai mis vraiment beaucoup de jours avant de comprendre la manip, on va dire ça comme ça. Et forcément, vraiment au bout de 24 heures, j'ai déjà des crevasses. Donc ça fait extrêmement mal. Et à ce moment-là, la maternité, ils vous donnent des espèces d'échantillons de gel à vous mettre sur les seins. Donc vous passez votre temps, les seins à l'air, pour que ça sèche entre deux tétés, qui ne fonctionne absolument pas. Donc forcément, à chaque fois que je la mets au sein, j'ai extrêmement mal. Oh. Mais je m'y tiens parce que c'est... Je veux réussir. En fait, voilà, c'était mon objectif. Je veux réussir à allaiter, je vais y arriver. C'était dans ma tête, c'était même pas concevable l'échec. Et donc dans mes cours de prépa à l'accouchement, par contre là-dessus, je m'étais quand même bien renseignée comment ça fonctionnait la lactation, tout ça. Donc je savais qu'avec une césarienne, la montée de lait pouvait prendre jusqu'à J+5, voire J+6. Par contre ça, le personnel hospitalier l'a complètement oublié. Donc, vous prenez une pression monstre parce que, voilà, eux, dans leur stat, bébé ne doit pas perdre plus de 20% de son poids initial. Et donc, il faut que la montée de lait arrive rapidement, quoi, pour que bébé reprenne vite du poids. Donc, eux sont sans cesse en train de me proposer de lui donner un complément de lait. Euh, Sauf qu'en fait, on n'est pas arrivé en dessous des 20%, hein, donc on n'est pas sur une perte de poids dangereux pour sa santé. Je n'ai pas non plus un bébé qui pleure de faim. Donc je refuse et pourtant ils sont assez lourds à la proposition, hein, donc ils vous redemandent tous les jours, plusieurs fois par jour, et ils vous disent non mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez lui donner un biberon qu'elle va refuser le sein après. Et donc ils me disent ok si vous voulez pas, vous allez faire du tire-lait pour stimuler les seins. Et donc là, c'est là qu'en fait la pression et la fatigue va commencer à se faire ressentir parce que ce qu'ils veulent, c'est que je les appelle à chaque tétée pour leur dire combien de temps elle est restée au sein et que je leur dise combien de millilitres j'ai tiré. Et ils me donnent bien sûr un tire-lait à une seule entrée et qui est bien sûr pas, comment dire, pas autonome, pas en kit main libre, hein, donc il faut le tenir, faut faire 15 minutes un sein, 15 minutes l'autre sein, plus le temps de téter de votre bébé. En fait, en tout et pour tout, elle tétait toutes les 2 heures et toute cette logistique me prenait à peu près 1 heure et quart. Donc il me restait 45 minutes pour dormir Oh là avant que ça là. recommence. Mais quelle C'était horreur. l'enfer. Et puis après, du coup, vous avez un peu, il y a la pression, du coup, que vous met le personnel hospitalier pour, faut que tu aies ta montée de lait, faut que tu aies ta montée de lait. Puis après, vous regardez combien de millilitres vous tirez tous les jours. Et on sait que le stress, c'est pas non plus super bon pour la lactation, quoi. Donc, on va vraiment à contre-courant. Je le vis mal aussi, je commence à me poser des questions, même si j'ai envie de... Je continue à m'accrocher, hein, mais oui, c'est difficile parce que on commence à être fatigué aussi Ah bah tu de m'étonnes. l'accouchement. Donc un peu compliqué. Et ce qui se passe en parallèle de tout ça, c'est que j'ai un bébé qui est très rapidement, au bout de 24 heures, commence un peu à s'étouffer dès qu'elle est sur le dos, allongée sur le dos. Et en fait, on me dit, oui, quand c'est comme ça, il faut vite que vous la redressiez. Parce elle peut s'étouffer. Et en fait, on me dit c'est normal, c'est les glaires de l'accouchement, ils avalent du liquide, tout ça. Et on me dit, généralement, au bout de 3 jours, ça part, soit il régurgite, soit ça part dans les selles. Ça part pas. Ça ne part pas, ça continue. Et ça devient angoissant aussi parce que finalement, votre bébé fait du bruit tout le temps. Donc vous devenez un peu en hyper vigilance sur le qui-vive, à vouloir tout de suite le redresser. Enfin, donc tout ça fait que le séjour à maternité commence à être vraiment compliqué. Bien sûr. Et moi, je décide de prendre mon bébé avec moi dans le lit, en fait, et plus la mettre
dans le berceau, parce que comme j'avais mal, j'avais plus d'abdos, hein, parce que voilà, césarienne, on sectionne les abdos, donc c'est difficile de se redresser dans un lit. Alors vous avez la poignée en hauteur, mais comme l'anesthésie était remontée trop haut dans l'épaule, j'avais mal à l'épaule, donc je n'arrivais pas à saisir la poignée pour me redresser. C'était vraiment l'enfer. Donc, c'est moi, j'ai dit au sage-femme, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux la prendre à côté de moi? Je lui mets pas la couette dessus, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sécure, voilà. Et donc, elles ont compris et m'ont dit, oui, voilà, ce qu'on va faire, on va mettre le coussin d'allaitement sur le côté, comme ça, elle peut pas tomber. Et vous mettez pas de drap sur vous, comme ça, vous la gardez. Ce qui me permettait moins de pouvoir relever sa tête dès que je sentais qu'elle avait des difficultés à avaler. Malgré tout ça, arrivé le 5e jour, la montée de lait jaillit. Le Saint Graal arrive. Et là, je suis trop contente. Je prends le téléphone de la maternité, j'appelle tout de suite les sages-femmes. Je leur dis, ça y est, j'ai ma montée de lait. Et ils me disent juste, ok, c'est bien, pensez bien à vider vos seins hein, maintenant. Quoi? Ok. Mais je leur dis, mais je dois continuer à tirer mon lait. Ils me disent, ah bah oui, hein, parce que maintenant, il faut bien vider les seins pour bien qu'ils se remplissent et tout. Ok. Donc bébé tête super bien, tout ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à vider les seins. Parce qu'ils se remplissent aussitôt. Et ça me fait mais tellement mal. C'est trop douloureux. Et je leur dis, mais je comprends pas. Ils veulent pas se vider. Enfin, elles têtent, mais même je tire. Dès que j'ai fini de tirer, ils se remplissent, c'était instantané. Et il me disait, bah non, mais il faut tirer jusqu'à ce que vous les vidiez. Mais je dis, vous comprenez pas, je tire, ils se remplissent tout de suite, donc qu'est-ce que je fais? Parce que on est dans une spirale infernale, quoi. Elle me dit, bah vous tirez, et puis après on vous apporte du linge chaud pour détendre un peu les seins. Ça marchait Ouais. super bien, ça me soulageait énormément. Ok. Mais bon, voilà, donc je suis sur une ultra montée de lait parce que, bah, en fait, on avait tellement stimulé les seins avant avec le tire-lait pendant des jours que du coup, j'étais en surproduction finalement. Et le fait de tirer son lait, c'était encore une plus mauvaise idée parce que ça restimulait encore plus le sein. Eh oui, Donc limite, ils auraient pu me faire une mastite. Hein, donc carrément. au final, j'ai arrêté ça sur les conseils de ma sage-femme libérale quand je lui ai envoyé un message pour lui dire mais je sais pas comment gérer la montée de lait. Elle m'a dit non, mais surtout, on arrête le tire-lait. Pendant les 72 prochaines heures, pas de tirage de lait, surtout plus. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon mal en patience et puis au bout de 72 heures, la lactation c'est régulé. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que l'allaitement à la maternité, c'est pas encore ça, quoi. On est malheureusement pas aidé et je trouve ça tellement dommage que le personnel ne soit pas plus formé à ça, ne s'y connaisse pas plus que ça et n'encourage pas plus les mères que ça. Parce que proposer un biberon alors qu'on n'est pas sur une perte de poids dramatique pour le moment, c'est pas bien parce que celles qui sont dans la difficulté, elles vont se dire bon bah oui, allez, donne le biberon, c'est plus simple, on n'en parle plus, puis voilà. Puis tu finis par sortir quand même de la maternité. Voilà, enfin. Raconte-nous du coup les grandes étapes de ton postpartum. Et ben, je rentre avec un bébé qui fait toujours ces espèces d'étouffements avec soi-disant des glaires. Mhm. Que je comprends pas trop parce que justement juste avant de partir de la maternité je dis mais on peut pas lui donner quelque chose en fait pour l'aider parce que je trouve ça bizarre vraiment et c'est là qu'on commence à me dire ah non mais les reflux chez les enfants c'est l'enfer hein, on peut donner du Gaviscon mais c'est pas avant un mois et puis ça sera que le pédiatre qui décide ça et puis moi je me dis mais de quoi elle me parle reflux Gaviscon je croyais que c'était des glaires j'ai pas compris et bon, tout ce que j'entends, c'est qu'en gros, c'est pas possible. Donc bien sûr que quand je rentre à la maison, c'est un peu compliqué à vivre parce qu'elle fait beaucoup de bruit, c'est un peu angoissant. Plus la tétée toutes les 2 heures, donc c'est assez fatigant la nuit. Je parle tout ça à ma sage-femme libérale qui finalement me donne 3 astuces pour stimuler bébé pour qu'elle tète plus au sein, qu'elle prenne plus et que ça espace les tétées. Donc elle me sauve un peu la vie parce que rapidement la journée elle tète toutes les 3 heures et la nuit toutes les 3-4 heures. Donc c'est déjà plus confortable. Mhm. Mais 15 jours plus tard, bébé en crise,
pleure plus, ça se tortille dans tous les sens. Donc je me dis, ah, bah, c'est les fameuses coliques qui doivent commencer, parce qu'on sait que c'est à partir de 15 jours, 3 semaines, que le système digestif se met en place, tout ça. Et pareil, j'étais pas au courant, mais il y avait un rendez-vous obligatoire à 15 jours chez le pédiatre. On sait qu'il y a un rendez-vous à un mois, mais je savais pas au bout de 15 jours qu'il fallait retourner voir le pédiatre. Donc je trouve un pédiatre un peu en catastrophe qui veut bien me prendre, parce que ça c'est pareil, on trouve un pédiatre. Voilà, il faut s'accrocher. Voilà. La pédiatre, bon, en fait, qui m'écoute pas du tout, qu'on a à peu près rien à faire de ce que je lui raconte. Elle veut juste remplir sa partie dans le carnet de santé. Hein, je lui dis, voilà, je comprends pas, ma fille, elle est bien que quand je la prends dans les bras, que quand je la tiens à la verticale, je pense qu'elle a des coliques, tout ça. Elle me dit, oh oui, certainement, elle a des coliques, oh, je vais vous mettre des probiotiques, et puis voilà, ça ira bien. Donc je me sens pas du tout. Enfin, en fait, en plus, elle me dit rien de ce qu'elle fait sur mon enfant. Enfin, je vois bien qu'elle la pèse, qu'elle la mesure, mais elle me dit pas si c'est des bonnes données, si tout va bien, si. Puis même elle est pas avec un contact hyper bienveillant non plus avec l'enfant, quoi. Elle le prend, c'est un objet. On fait ce qu'on a à faire avec, et puis voilà, quoi. Elle lui parle pas, il y a rien, elle a pas de geste amical avec elle, on va dire ça comme ça. Donc compliqué. Je décide de pas retourner chez elle pour la visiter un mois. Je fais des mains et des pieds pour trouver un pédiatre qui veuille bien me prendre. Et il y en a un, je le supplie au téléphone. Je lui dis, écoutez, j'ai pas le choix. Il me dit, mais pourquoi vous retournez pas voir votre pédiatre? Vous avez vu à 15 jours. Je lui dis, non, mais vous comprenez pas, elle était horrible. Elle m'écoutait pas, elle était pas sympa, j'ai vraiment pas envie. Je pense même pas que ça soit une bonne médecin. Alors bon, il a eu pitié et il a accepté de me prendre. D'accord. Un pédiatre très bien, qui la parle à l'enfant, qui vous pose des questions, vous demande comment ça se passe. Vous explique aussi en quoi consiste la visite du jour, qu'est-ce qu'on va faire, on va le peser, vous dit si tout va bien, tout va pas bien. Mieux déjà. Et puis, bah, ouais, beaucoup mieux. Et je lui parle de ces fameuses coliques. Je lui dis, écoutez, elle a des coliques, je lui donne des probiotiques, mais ça passe pas, elle pleure tout le temps, elle est bien que quand je la tiens à la verticale, dès que je la couche, ça va pas. Et en fait, il me regarde et il me dit, mais ce que vous me dites, vous me décrivez pas des coliques. Et en fait, donc là, à ce moment-là, ma fille était sur la table allongée, et puis il l'observe comme ça. Et en fait, il me dit, en fait, elle a pas de coliques, elle a des reflux. Et il me dit, en fait, vous avez un bébé, ce qu'on appelle les bébés RGO. Typiquement, en fait, il me dit, chez elle, ça se voit, ça se voit. Il me dit, quand elle est allongée, en fait, vous voyez qu'elle est en train de mâchouiller. Qu'elle rumine, en fait, c'est qu'elle a des remontées en permanence. Et ce pourquoi elle veut être à la verticale, c'est parce que bah, ça remonte beaucoup moins. Donc, elle pleure beaucoup, parce que ça lui fait mal. Et je lui dis, mais elle régurgite pas. Il me dit, bah, c'est d'autant plus douloureux pour elle alors parce que elle a un RGO interne. Donc, c'est-à-dire que ça remonte et elle ravale. Donc, ça lui brûle aller-retour. Alors qu'un enfant qui va avoir des grosses régurgitations, il le sort en fait. Ça lui brûle qu'une fois. Donc, il me dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que là, vu qu'elle a un mois, on peut introduire du Gaviscon pour tapisser un petit peu tout ça. Ce qui ne marche pas. Donc, je rentre un peu pour expliquer le quotidien avec un bébé RGO. Donc déjà, j'apprends ce terme. Je commence à me renseigner voilà, sur ça. Et en fait, on comprend mieux que pourquoi bébé a besoin d'être à la verticale et ne peut absolument pas être allongé. Mais comment vous faites au quotidien? C'est la question parce que on vous dit un bébé, par rapport à la mort subite du nourrisson, doit dormir sur le dos, dans son lit. Et ça, on n'a fait que cesse de me le répéter. Mais moi, c'est ce que je leur disais, je leur disais, ok, j'ai compris ça, mais en pratique, ce n'est pas possible parce que ma fille, elle hurle dès qu'on la pose, en fait. Et surtout que ce qu'il faut rappeler, c'est que les reflux augmentent la mort subite du nourrisson. Donc je suis un peu obligée de trouver mes propres solutions en mode un peu survie. Donc bébé, elle dort que quand elle est dans les bras, donc on dort que dans les bras. Et c'est pas que dans les bras et moi je suis allongée, hein, c'est dans les bras et il faut que je sois assise. Donc là, entame mes 3 mois d'enfer où je dors assise sur mon canapé avec mon bébé dans les bras. Seule solution que j'ai trouvée pour qu'elle dorme et que je dorme un minimum. Parce que elle a quel âge? Elle a quoi?
un petit mois quand elle est détectée RGO? En fait, finalement, elle avait ses reflux dès la naissance, Mhm. mais le diagnostic a été posé à 1 mois. Un Et mois, c'est ça. encore, j'estime avoir beaucoup de chance parce que le diagnostic des reflux, généralement, les pédiatres sont pas très à l'écoute des parents. Enfin, voilà, ils se disent oui, c'est des petites régurgitations, des petites coliques. Et en fait, ils n'écoutent pas vraiment ce que dit le parent parce que finalement, le diagnostic pour les pédiatres se base surtout sur ce que dit les parents et comment décrivent leur enfant. Parce que c'est pas, il n'y a pas vraiment de diagnostic à ça. Enfin, si, on peut faire une sonde dans l'œsophage de l'enfant pour détecter en fait s'il y a de l'acidité. À savoir que ça ne sert strictement à rien parce que, à part vous dire oui, il y a de l'acidité, le traitement ne change pas. Donc voilà, le diagnostic, c'est un petit peu au bonheur la chance, hein. Donc c'est si vous tombez sur quelqu'un qui est sensibilisé à ça et qui vous écoute, ok, on peut mettre des choses en place assez rapidement. Sinon, bah, vous restez dans votre galère un peu, hein. Bah oui, bien sûr. Donc j'ai eu de la chance d'avoir voilà, le pédiatre qui a diagnostiqué ça tout de suite du coup, elle a 1 mois. D'accord. Et donc ça commence par du Gaviscon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je reprends rendez-vous chez le pédiatre. Il ose pas trop en fait mettre le fameux oméprazole en fait. Donc, Mm. ce qu'on a quand on est enceinte, hein, ni plus ni moins, hein, c'est pour enlever un peu l'acidité. Il ose pas trop bah, parce qu'elle a que 1 mois, hein, donc voilà. Enfin, chez les bébés c'est surtout Inexium en fait, le format un peu pédiatrique on va dire. Mhm. Mais c'est pas top top, c'est pas non plus ultra sain pour l'enfant. Ils y aiment pas trop quoi. C'est très médicament. Donc quand même sur un bébé d'1 mois, on évite les médicaments. Mhm. Mais donc par contre, ce qu'il me propose, c'est qu'il me dit, bah en fait des fois c'est aussi les protéines au lait de vache le problème. C'est souvent le combo fatal qui va avec le reflux, c'est les protéines au lait de vache qui peuvent accentuer le problème. Ouais. Donc il me dit, bah, comme vous allaitez, il faut faire en fait une éviction. Sauf qu'on est au mois de décembre, on est juste avant Noël. Alors l'éviction, j'ai pas trop envie de la faire Bah ouais. parce que le quotidien il est déjà super dur. Si tu me prives de chocolat, ça va être compliqué. Mhm. Donc plus les repas de Noël qu'elle est arrivée, franchement, j'avais pas du tout envie de me lancer dans une éviction. J'y croyais pas trop. En vrai, je me suis dit non, je pense pas que ça soit ça. Donc je voulais cet Inexium, mais il tarde un peu à me le donner. Et ce qui se passe, c'est que arrivé le nouvel an, bah, c'était le soir du nouvel an, et l'enfer. Ma fille, elle a pleuré pendant 24 heures. C'est-à-dire que cet été, du matin jusqu'au soir, des pleurs quasiment non-stop. Les seuls moments où elle s'arrêtait, c'était quand elle était au sein, ou alors qu'elle s'endormait par chaos. Mais donc, ça a été strictement l'enfer. Si bien que le 2 janvier, je prends rendez-vous auprès d'une gastropédiatre, en fait, qui avait une disponibilité et je vais la voir, quoi. Bah Je lui oui. dis, et je comprends, enfin, c'est l'enfer, j'en peux plus, je craque même en fait, hein, je pleure à ce moment-là chez la gastropédiatre. Et en fait, elle me dit que là, elle est en train de faire une oesophagite, en fait, elle s'est brûlé tout l'œsophage, c'est ce pourquoi elle hurle en fait en permanence. Donc là, on met en place l'Inexium et elle me dit que par contre, on est obligé, il faut faire cette éviction au protéines au lait de vache pour être sûr qu'il n'y ait pas que ça soit pas couplé aussi par une intolérance en fait qui peut faire que les médicaments ne fonctionnent pas non plus Bien des sûr. masses. Donc je me lance dans cette fameuse éviction qui est extrêmement contraignante parce qu'il faut savoir qu'il y en a partout, même dans des produits qu'on pense pas laitiers. Bien sûr. Par exemple, le jambon. Il y en a dans le jambon, il y en a partout, 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 partout. Donc, bon, je fais cette éviction. Effectivement, ce qui se passe au bout de 15 jours, c'est que les pleurs diminuent. Elle fait ses nuits. Donc, il n'y a quasiment plus de tétée la nuit, enfin, pas avant 5 heures du matin, du moins. On a un bébé qui commence à être un peu plus souriant, mais qui dort toujours pas sur le dos, hein. Donc, on est quand même encore un peu sur des difficultés. Et donc, je sais pas trop parce qu'à ce moment-là, on est à 2 mois. Donc, je sais pas si c'est le cap des 2 mois. On sait que les pleurs, ils peuvent commencer un petit peu à baisser. Si c'est effectivement, elle a le traitement en parallèle, l'éviction. En fait, comme il y a eu beaucoup d'introductions nouvelles à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Mhm.
Donc on laisse comme ça, on fait l'éviction pendant un mois et la gastropédiatre, elle me dit, mais en fait, le meilleur test, c'est de reprendre les protéines au lait de vache et de voir ce qui se passe. Donc c'est ce que je fais, je mange, je me fais plaisir, je mange du fromage. Et 2 jours plus tard, la crise totale. Des régurgitations, mais alors plus, on est obligé de la changer même 4 ou 5 fois dans la journée. Nous aussi, parce qu'il y en a de partout. Bébé en pleurs, qui souffre. Donc en fait, le test est évident. Il y a une intolérance aux protéines au lait de vache. Et donc là, elle me dit, si vous voulez continuer en tout cas d'allaiter, il faut faire une éviction pendant 6 mois. Ok, moi je veux allaiter. Donc je fais l'éviction pendant 6 mois. Pouah, ok. Le mode champion. Championne en l'occurrence. Ouais. Donc là, elle a quel âge, Julia ? 3 mois. Et voilà. Et mais malgré tout ça, on n'a toujours pas un bébé qui dort dans son lit. Donc voilà, elle a quand même toujours des reflux, alors qu'elle a le traitement. On fait l'éviction protéines au lait de vache, mais rien n'y fait en fait. Ce qui se passe en parallèle, mon conjoint a des problèmes de santé. Donc on lui diagnostique une tumeur osseuse au poignet, 3 jours avant que je reprenne le boulot. Wow, ok. Lui devait enchaîner avec son congé paternité. Donc le jour de ma reprise de boulot, lui, c'était son premier jour de congé paternité. Et 2 semaines plus tard, devait commencer l'adaptation chez une nounou. Bon, moi je reprends le boulot dans des conditions affreuses parce que j'ai le diagnostic de mon conjoint, on ne sait pas encore quel va être le traitement, quelle sauce il va être mangé, chimio, pas chimio, cancer, pas cancer. On parle aussi d'amputation, d'opération, de greffe. Enfin, moi je reprends le boulot dans ces conditions-là. Donc déjà, séparation très dure comme pour toute maman. En plus de ça, je continue d'allaiter, donc je dois apprendre à tirer mon lait au travail, à gérer ça. Ça aussi, c'est un gros point où il faudrait que la société évolue dessus. J'étais dans une entreprise quand même 80% féminine. Aucune condition pour un allaitement. Je me retrouve à tirer mon lait littéralement devant tout le monde. Je n'avais même pas d'évier pour après nettoyer tout l'appareillage, donc je devais nettoyer mon appareillage dans le lave-main des toilettes, en conditions d'hygiène plus que discutables. Pas bravo la société. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je tire mon lait devant mon ordinateur, tout en étant au téléphone, en continuant de travailler avec des gens qui rentrent dans votre bureau. Alors vous êtes en train de tirer votre lait, mais tout va bien, c'est tout à fait... Allons-y, discutons des objectifs, y a pas de souci. Puis, alors j'avais acheté un tire-lait, pour le coup, qui était en kit main libre, donc c'était quelque chose que on met dans le soutien-gorge et qui marche sur batterie. Donc ça évitait d'être non plus trop dénudée et de déranger le moins possible mon entourage, on va dire ça comme ça. Mais pour autant, ça attire énormément la curiosité des gens. C'est-à-dire que on va rentrer dans votre bureau, je ne voit pas forcément que je suis en train d'allaiter, en train de tirer mon lait parce que c'est dans mon soutien-gorge et j'ai le t-shirt par-dessus. Mais il y a un bruit. Ouais, le fameux. Et voilà, exactement ce bruit-là. Ouais, on connaît, ouais. Et je fais à chaque fois comme s'il se passait rien, comme si tout était normal, et puis au bout d'un moment on dit, mais c'est quoi ce bruit? Là c'est le moment gênant, je leur dis, je suis en train de tirer mon lait. Moi je me pose toujours la question de c'est quoi les autres options? Qu'est-ce qui fait ce genre de bruit et que c'est pas un tire-lait? Franchement, non mais t'attendais à quoi comme réponse, quoi? Sérieusement. Coucou, oui, c'est la Manon du montage. Alors, en écoutant ce que je suis en train de dire là, je me rends compte que c'est quand même une grosse connerie. Effectivement, oui, il y a des choses qui font du bruit, de vibration comme ça. Je m'en suis rendu compte, seulement vous me l'accorderez, on les utilise rarement au bureau. Voilà, c'est juste rigolo. On s'attarde pas sur le sujet. Bonne fin d'épisode. Oui, non mais c'est ça. Puis alors des fois vous êtes en train de tirer, puis on vous dit oui, bon là t'as pas 5 minutes parce qu'il faudrait aller voir un tel. Mais tu vois pas que je suis occupée quand même. Et pareil, quand
comprends pas dans le milieu professionnel, c'est que le tirage quand même, il faut que ça soit à des heures précises. Je peux pas non plus faire à la carte parce que c'est en fonction de la lactation, elle est programmée. Donc il faut que je tire à telle heure le matin, à telle heure l'après-midi, pour que quand je rentre le soir, j'ai assez de lait pour donner la tétée à ma fille. Et qu'en même temps, si je tire pas assez longtemps, j'ai pas assez de lait pour son biberon du lendemain. Et si je tire trop rapproché, c'est pareil, j'aurai pas assez de lait. Et en fait, ça c'est quelque chose qui devient aussi anxiogène. Parce que je suis là à regarder combien il y a de millilitres dans mon pot, quoi. Et je me Oh dis, là ouh là. là là, il y en a pas assez, la pauvre, elle va avoir faim. Donc, ça me rajoute une pression quand même. On va pas se mentir. Ouais. Mais j'y tiens, ça me tient à cœur. Et puis, par rapport au reflux de ma fille, je pense quand même que c'est ce qu'il y a de mieux que plutôt de me lancer dans un lait maternisé. Donc, je reste sur ma vocation, malgré que aussi l'entourage vous dit pourquoi tu la passes pas au lait épaissi? Alors, l'entourage, vous êtes bien gentils, les gars, mais on va écouter les souhaits des parents, en fait. Et on va C'est soutenir les souhaits des parents. Mais cette réflexion, on me l'a fait un paquet de fois. Je pense que c'était presque quotidien qu'on me le dise en fait. Parce que les gens, après de votre entourage, de façon bienveillante, veulent parler de vos problèmes aux gens qui les entourent eux. Mais forcément, ils ne le racontent pas tout entier avec tous les détails. Et donc les gens ils vous disent, ils vont leur répéter, ah oui, non mais moi aussi j'ai connu ça, mais du coup la seule solution c'était le lait épaissi, les solutions épaissies. Mais en fait c'est pas forcément les mêmes problèmes. Et puis le lait épaissi n'est pas forcément la solution au RGO non plus, parce que un bébé RGO qui est au lait épaissi et qui a malgré tout encore des reflux avec ça, ça lui fait encore 2 fois plus mal. Donc des fois, quitte à ce qu'il ait des reflux, il vaut mieux qu'il ait du lait maternel qui tapisse un peu son oesophage, parce qu'il y a Bien d'autres sûr. bienfaits dans le lait maternel, plus le contact en plus rassurant et physique avec la maman, que de le passer sur un lait épaissi qu'on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Euh, Absolument. Mais en fait, c'est exactement la même chose que ton gamin il dort pas, bah laisse-le pleurer, ça va aller. Je pense que la posture de départ, c'est pas une posture négligente, c'est une posture bienveillante d'accompagnement. En tout cas, à mon avis, c'est le projet. Mais par contre, c'est extrêmement violent. Et quand la réponse du parent c'est non, pour des raisons qui m'appartiennent, je ne veux pas prendre cette voie-là, moi je crois que la bonne réponse de l'entourage c'est d'accord, virgule, comment est-ce qu'on peut t'aider alors? Il y a un moment où la bienveillance s'arrête et où on part sur du jugement, quoi. c'est ça. Donc on peut faire un effort collectif, ça, on en parlera. Si c'est Oui, un truc, la société, il faut qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on entoure et on accompagne les jeunes parents, particulièrement ceux qui sont dans des situations extrêmes comme ce que tu décris. C'est un bébé RGO, je sais pas si ceux qui n'ont pas eu de bébé comme ça ne peuvent pas se rendre compte de l'enfer que c'est. oui, exactement. On comprenait pas pourquoi, pourquoi moi en fait. Vraiment, souvent, ce qu'on nous a dit avec nos conjoints, c'est oui, mais nous on faisait comment à l'époque? Bah, pour nous aussi, c'était difficile. Ben ouais, super. D'accord. Ouais. Et ça, c'est compliqué parce que nous, il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de soutien à ce moment-là, parce qu'on ne nous comprenait pas. Hmm. Bah oui. Et puis encore une fois, faut mêler tout ça au fait que mon conjoint aussi avait ses problèmes de santé en parallèle. Donc vraiment, on était dans une spirale compliquée avec plein Hmm. de nouvelles choses à vivre. Donc il faut apprendre tout ça, hein. Et du coup, c'est même pas un état d'équilibre en fait. Tu cherches, on fait des tests, ça marche pas. Il y a quand même des éléments de réponse qui s'ajoutent progressivement au puzzle. Que oui, il y a un RGO. En plus, il y a en tout cas une intolérance au PLV, manifestement. Mm. À quel moment tu te dis, je vais chercher de l'aide sur les problématiques quotidiennes, particulièrement le sommeil? Eh bien, à 5 mois, alors, bon, parce que je commence à être vraiment fatiguée, je travaille en même temps Bah ouais. et je dors de façon voilà, un peu bizarre, quoi. Euh, je commence à un peu à sombrer, je pense, dès lors, mais j'en ai absolument pas conscience, dans une dépression postpartum, euh, de par bah, les pressions que je vis au travail, la surcharge à la maison aussi. Euh, donc mon moral n'est pas au beau fixe. Et en même temps, je vis très très mal cette pression du fait que ma fille ne dort pas dans son lit.
Ce n'est pas normal, elle ne rentre pas dans une case. Un bébé doit, selon les codes de la société, dormir dans son lit, dans sa chambre. Tout seul. Donc ça commence vraiment à me mettre une pression, vraiment. Euh, Plus le fait que je savais que mon conjoint allait devoir subir une opération, donc j'allais vraiment être seule à devoir gérer la petite, tout ça. Je me suis dit, écoute, faut vraiment faut qu'elle dorme dans son lit, quoi. Il n'y a pas moyen, faut trouver une solution. C'est là que tu rentres en jeu. Oui, parce qu'on s'est rencontrés, c'est ça, elle avait 5 mois? Ouais, c'est ça. 5 mois. Et oui, effectivement, on se rencontre. Et alors attention, spoiler, ceci est l'histoire d'un coaching sommeil qui ne fonctionne pas. Et c'est Exactement. justement là-dedans qu'on va rentrer. Du coup, voilà, on se rencontre, vous m'expliquez la situation, quelles attentes vous avez de ce rendez-vous et comment vous vous sentez. Forcément, on attend que tu aies une baguette magique. C'est tout à fait logique. Moi, j'attends qu'à la fin de ce rendez-vous, ma fille dorme dans son lit. Et sans pleurs, surtout sans pleurs. Donc, mes attentes sont forcément très hautes et même irréalisables, hein. Euh, Maintenant, ce que j'apprends du rendez-vous, ce que je ne savais pas, et quand je raccroche, je suis même révoltée, c'est que tu m'apprends qu'en fait, il y a un rythme de sommeil chez l'enfant, qu'il y a des cycles, qu'il y a des temps d'éveil en fonction de l'âge de l'enfant. Euh, et ça, je ne le savais pas. Et ça m'a révoltée parce que je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas pendant les cours de prépa à l'accouchement? Parce que c'est là que j'apprends que le sommeil, c'est quand même la base de tout. Un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui est quand même plus facile au quotidien, qui mange mieux, qui s'éveille mieux. Enfin, c'est vraiment la base, c'est le socle. Et voilà, tu me dis, mais en fait, parce que Julia, à ce moment-là, non seulement elle dort dans les bras, mais ne fait pas de sieste la journée. Elle dort 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et encore, il a fallu marcher 1 heure pour qu'elle s'endorme 10 minutes dans nos bras, quoi, pour avoir 10 minutes de pause. Donc, on vient de vivre 5 mois de marche intense dans notre appartement, en long, en large et en travers. Ouais. Et toi, tu me dis, mais en fait, voilà, toutes les 3 heures, il faut lui proposer du sommeil. Et moi, j'en suis à 10 minutes par-ci par-là, quoi. Ça me sidère, en fait. Je me dis, mais en fait, ah oui, il y a une théorie, en fait, sur le sommeil. Il y a tout un... Il faut apprendre ça, Ophélie, il faut apprendre ça. Donc, j'achète des livres. J'achète. J'achète le fameux livre de Brigitte Langevin sur Ah, le le sommeil du nourrisson. nourrisson. Bah, sous tes conseils, la première chose à faire était de rattraper la fameuse dette de sommeil Mhm. et de donner un rythme à Julia. À ce moment-là, on ne parle absolument pas d'autonomie du sommeil, de poser Julia dans son lit. C'est même pas un sujet pour le moment. C'est vraiment ce sujet du rythme. Et ça change quand même notre quotidien de différentes façons parce qu'effectivement, il faut lui créer un environnement de sommeil. Donc, on se met à marcher dans une pièce dans le noir pour l'endormir. Mais au bout de quelques jours, elle a un rythme. C'est-à-dire qu'on a une sieste le matin, on a une sieste l'après-midi, on a une sieste en fin d'après-midi. Donc on a un bébé quand même un peu moins grognon. Même si on a toujours ce RGO, malgré la diversification, parce qu'à ce moment-là elle est quand même diversifiée, quand même présent, euh, elle est quand même plus agréable, on va dire. Plus éveillée, un peu plus souriante. Voilà, on arrive un peu à jouer avec elle. Donc un peu mieux, mais condition effectivement de devoir rester avec sa fille 1 heure, 3 heures en fonction des siestes dans le noir. C'est quand même pas le top quand le moral est déjà peut-être pas au beau fixe, Ah oui, bien sûr. ni pour moi ni pour mon conjoint. Donc c'est un peu dur à vivre, mais c'est moins pire. Et donc, on se revoit, on fait plusieurs rendez-vous, Oui. plus ou moins officiels d'ailleurs, Des pour mails un peu avancer. de détresse à 20 heures, mais Manon, je comprends pas, je fais tout. Je me rappelle que, effectivement, le premier constat quand on se voit, c'est que bah, votre petite puce, elle a un historique médical qui est quand même particulier. 5 mois, c'est encore très jeune du point de vue de toute la phase diagnostique, etc. Donc, ça tâtonne beaucoup. Et je me dis, bon, de toute façon, la première chose à faire sur un bébé qui a tant souffert sur le plan digestif, c'est effectivement de la reposer. Parce qu'après,
on va faire le tri entre ce qui relève de l'inconfort et ce qui relève de l'hygiène de sommeil. Donc premier truc, c'est qu'on va l'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est très épuisant pour le parent, mais au fil de la discussion aussi, je comprends que vous voulez plutôt être là pour elle et plutôt l'accompagner, plutôt qu'effectivement lui demander de s'adapter trop vite ou plus vite en tout cas, et voilà. Donc on fait ça. Et, euh, et au fur et à mesure de nos discussions, quand même, je me dis, ah ouais, on dirait qu'elle n'est pas complètement tranquille quand même, il reste quand même de l'inconfort, c'est pas normal qu'elle se réveille autant, etc., etc. Du coup, la suite des opérations. Et ben, malgré qu'on essaye du coup quand même de la poser avec tes conseils dans le lit petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'elle refait une oesophagite. Mhm. Parce que trop souvent, finalement, allongé, les reflux remontent, donc on retourne sous traitement. Parce qu'en fait, le traitement, c'est des traitements sur 15 jours, 3 semaines. Après, on réduit, en fait, c'est pas un traitement qu'elle a en permanence. Mhm. Euh, donc forcément, ça fonctionne pas trop trop. Euh, Après l'osophagite, on recommence avec toi. Ouais. Mais ça ne fonctionne toujours pas. On essaye plusieurs façons de faire aussi. Euh, et en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai trop de pression. Je me mets certainement, moi, trop la pression, en fait, pour avoir des résultats. Et en fait, de voir que ça marche pas. Alors, je fais tout ce qu'il faut. Ça me détruit, en fait. Ouais, ça me fait trop mal. Je me dis, mais je comprends pas. Je fais tout comme il faut. J'y arrive pas. Je trouve pas de solution. Ça veut pas. Et en fait, là, je pense que nerveusement, je craque complet. Je me retrouve à pleurer 2 heures dans ma salle de bain, j'en peux plus, je pouvais plus l'entendre pleurer parce que tous ces essais, forcément d'essayer de la poser, générer des pleurs, même si on reste à côté d'elle, qu'on essaie de la rassurer, c'était trop dur, trop trop dur, c'était quelque chose que je vivais vraiment très mal et qui me mettait trop de pression nerveusement. Et je craque en fait, et mon conjoint il me dit mais stop, on arrête. Euh, Tu te mets trop la pression pour que ça fonctionne, bah tant pis, on reste sur on fait les siestes avec elle dans le noir et pour le moment on reste sur un quotidien comme ça jusqu'à ce qu'on refasse descendre un petit peu tout ça et qu'on voit plus tard quoi. Et donc c'est ce qui se passe. Notre accompagnement ensemble s'arrête parce que je suis pas en mesure de toute façon faire mieux que ça et j'ai plus envie clairement. Oui, bah on peut comprendre hein, aussi. C'est vrai que, en fait, accompagner un bébé quand on est déjà à carpette, c'est l'enfer quoi. Ce qui a été compliqué dans votre cas, c'est que là où normalement, dans 95% des cas, le fait de résorber la dette de sommeil, d'investir de l'énergie là-dedans, ça repose tout le monde parce que y a moins de réveils nocturnes et que voilà, ça apaise le tableau global en fait du sommeil de l'enfant. Chez vous, c'était pas le cas parce que encore trop d'incertitudes sur le plan clinique, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, pause. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que première chose, c'est d'aller chez le médecin. Parce que Hmm. je me rends bien compte que moi, ça va pas. Euh, que je suis trop fatiguée, que j'en peux plus. De toute façon, je veux plus aller travailler. Je n'y arrive plus à tout gérer. Il y avait l'opération de mon conjoint qui allait arriver en plus de ça. Donc ça me rajoutait, je pense, une pression Du stress, ouais. supplémentaire. Hmm. Euh, je vais chez le médecin et puis je me dis, je vais lui expliquer la situation. Bah en fait, je lui ai rien expliqué, j'ai explosé en larmes. Je crois que j'ai à peine réussi à lui faire une phrase que j'ai fait que pleurer, mais que pleurer, pleurer, pleurer. Et là, il m'a dit, bon, ça va pas, hein. Là, vous allez vraiment pas bien. Donc, faut vous faire accompagner. Donc, il m'envoie vers un psychiatre. Je commence les consultations avec le psychiatre. Il ne me force pas à prendre un traitement parce qu'à ce moment-là, il était hors de question que je prenne des antidépresseurs parce que j'allaitais, je trouvais que c'était pas compatible. Et en fait, moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas parce que je reste quand même dans ce truc que j'ai envie de trouver des solutions. Et je me dis, mais c'est pas possible, il y a forcément une solution à mon problème. Je veux qu'on m'aide, je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi et qui me montre comment faire. En fait, c'était ça.
mon idée. J'écoute comme beaucoup de mamans La Maison des Maternelles, qui est une émission mais géniale. Et un jour, ils parlent de dépression postpartum et ils évoquent effectivement qu'il y a des unités de périnatalité où on peut en fait se faire hospitaliser, enfin c'est pas une hospitalisation très médicale, hein, c'est vraiment à la carte. Il y a des mamans qui sont hospitalisées la journée, d'autres la nuit, quelques jours par semaine. Le but n'est pas du tout de se déconnecter de son quotidien, c'est d'essayer d'accompagner les mamans dans leur quotidien, leurs difficultés. Et je me dis, mais je veux ça, je veux ça, je veux être hospitalisée avec ma fille la nuit, comme ça ils vont voir la galère que c'est et vont me montrer comment faire. Donc je prends contact, le problème c'est qu'il y a 3 mois d'attente. Euh, par contre, il me renvoie vers une autre unité de périnatalité ici à Lyon. En fait, il y en a deux. Il y en a une qui propose les hospitalisations et une autre des consultations. Et donc, ils me disent, en attendant, essayez les consultations. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on vous prendra en hospitalisation. Je vais à la consultation, donc on y va en famille. Parce que c'est quelque chose de... Il faut que ça soit la famille. Tout le monde est concerné, ce n'est pas que les mamans. Donc c'est pareil, les papas, accompagnez vos conjointes. C'est très 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 important. C'est pas que la maman, le but c'est de trouver une solution en famille. C'est important. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir tout le temps mon conjoint qui est tout le temps venu et qui s'est investi aussi. Et on fait la consultation, puis on discute, on refait une autre consultation, on discute, puis au bout de la troisième, je leur dis, mais en fait, ça sert à rien. Moi, je veux qu'on m'aide, je veux que vous me disiez comment faire. Je veux être hospitalisée, je veux pas juste discuter avec vous. Et en fait, elle me regarde et puis elle rigole, elle me dit, mais ça marche pas comme ça. C'est pas à nous de vous montrer comment faire, c'est à vous de trouver vos solutions. Et nous, on est juste là pour vous aider à trouver les solutions qui vous ressemblent. Parce que c'est vous la maman, c'est pas nous. Et moi, ça m'a fait tilt quand même parce que ça a vraiment résonné en moi cette phrase parce que je me suis dit, bah oui, c'est vrai que tout cet aspect de quand j'étais enceinte, j'ai rien voulu me renseigner parce que je voulais laisser faire mon instinct maternel. Et au final, j'ai tout laissé de côté, cet instinct maternel, parce que pression sociale, pression de vouloir rentrer dans des cases, que j'ai arrêté d'écouter ce que je voulais vraiment et arrêté d'écouter comment je ressentais mon enfant en fait. Et les solutions qui auraient pu me correspondre. Et je me suis dit, ah ok, en fait c'est peut-être intéressant. Du coup, on va continuer les consultations. On est à peu près en juillet, l'unité ferme tout le mois d'août. Il me convainc finalement de prendre le traitement parce qu'ils me disent quand même que ça va m'aider à faire redescendre un peu la pression, à me détendre, que ça va pas solutionner les choses, mais que c'est une béquille. J'accepte de lâcher prise là-dessus, de prendre le traitement qui est compatible avec l'allaitement. Il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont compatibles avec l'allaitement, c'était très important pour moi. Comme l'unité elle est fermée tout le mois d'août, on n'avait fait que 2-3 séances à ce moment-là. Et ils me disent, là vous passez votre été, vous savez quoi, votre fille elle dort dans vos bras, et bah c'est comme ça. L'essentiel c'est que vous dormiez, que elle dort, et puis ce qui se passe chez le voisin, bah c'est chez le voisin, et chez vous, bah c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et ce discours-là m'a tellement tranquillisée, m'a tellement fait redescendre toute cette pression que je ressentais, je me suis dit, mais bah oui, après tout c'est comme ça chez moi, et puis c'est tout. D'accepter finalement la situation parce que j'étais, depuis tous ces mois, j'étais dans le refus d'accepter ma situation alors qu'elle était telle et il faut accepter pour pouvoir après finalement avancer. Bien sûr. Donc déjà ça m'a énormément aidée. Septembre, adaptation à la crèche. Alors en plus j'avais pas, du coup ma fille n'était pas sevrée du tout hein, parce que comme j'avais arrêté de travailler, on avait laissé les biberons de côté. Donc séparation compliquée, sevrage impossible, mais je tombe dans une crèche vraiment bienveillante qui tente le tout pour le tout, qui essaye de lui donner à la cuillère, mélanger à la compote, enfin qui font tout ce qu'ils peuvent. Bon, ça fonctionne pas. À ce moment-là, elle a 10 mois, c'est pas bien grave si elle boit pas son lait quand elle est à la crèche.
on remplace par un yaourt. Ça, c'est pour l'aspect nutrition. Pour l'aspect sommeil, ça, c'est compliqué. Forcément, elle n'a jamais dormi dans un lit, donc ils essayent des tas de choses, ça fonctionne plus ou moins. C'est du bricolage, quoi. Elle va dormir 10 minutes, 20 minutes dans le lit, des fois par chance, par chaos, elle va faire 1 heure. Et puis, des fois, elle dort aussi dans les bras des auxiliaires, parce qu'à ce moment-là, la crèche n'est pas à son taux d'occupation à 100% et ma fille est le seul bébé. D'accord. Donc, du coup, j'ai de la chance parce qu'elles ont le temps de l'accompagner correctement. Parce que c'était mon angoisse, j'avais peur qu'on la laisse dans un lit pleurer, hurler, Ouais, bien qu'on sûr. recommence avec ces histoires de reflux, tout ça. Donc, le bricolage se fait comme ça fonctionne. Tout le monde y trouve finalement son, son rythme. Et puis, comme tout enfant qui commence sa première année de crèche, elle commence son immunité. Et moi aussi. Et là, on tombe malade tout le temps, toutes les semaines. Donc forcément, ça perturbe le sommeil. Bien qu'il déjà, il n'était pas non plus ultra acquis. Les reflux reviennent, hein, parce qu'avec les maladies, elle est de moins en moins... Enfin, la fatigue, la maladie fait qu'elle arrive moins à accepter les reflux, à les gérer. Donc elle retourne sous traitement vers un tout petit peu avant ses 1 an, elle est de nouveau sous traitement. Et en fait, ce qui se passe entre temps, c'est que comme elle est tellement malade, que mon conjoint il a aussi vraiment besoin de se reposer parce qu'il est en post-opératoire, je décide de quitter le lit conjugal familial, du coup, et d'installer un matelas par terre dans le lit dans la chambre de ma fille. Pour que ma fille et moi, on dorme dans sa chambre et qu'on puisse laisser mon conjoint se reposer. D'accord. Ce qui devait durer 1 semaine dure jusqu'à cet été. D'accord. Parce que je me rends compte que finalement, Julia s'adapte à sa chambre. Ok, elle dort avec moi dans son lit, mais du coup, la phase adaptation à une nouvelle pièce vient d'être acquise. Et je me dis, je vais quand même pas la rebasculer dans le lit familial alors qu'on vient de prendre déjà un petit point. Bien sûr, bien sûr. Donc on reste comme ça, surtout que cette situation des fois me permet de pouvoir quitter discrètement sur la pointe des pieds la chambre par moment. Quoi, quand Pas on a bien le vent dans longtemps, le hein. dos, voilà, et que c'est la pleine lune, peut-être, on arrive à Ouais, c'est s'effacer ça. ailleurs, ouais. Tu connais bien. C'est ça, donc bon, on fait du bricolage un peu comme ça au niveau du sommeil. Et Ouais. puis en fait, une fois qu'elle a la marche acquise, je le dis à la crèche que finalement maintenant elle dort sur un matelas par terre dans sa chambre. Pas toute seule, mais en tout cas il y a cette nouvelle étape. Et du coup, à la crèche, je décide de la passer dans le dortoir des grands et de la faire coucher Ouais. sur les couchettes de grands et plus dans des lits bébés. Ouais. Et là, ça révolutionne le truc. C'est-à-dire que Julia fait ses meilleures siestes à la crèche, toute seule. Enfin, toute seule. Il y a des enfants avec elle dans le dortoir, mais elle est pas dans les bras, quoi. Ouais. Et elle est capable de dormir 2 heures, 2 heures et demie, sans problème. Ce Trop qui bien. m'envoie un premier message, parce que là, on arrive en début de cette année. Euh, et ça m'envoie le message que Julia, elle est capable. On n'a plus de problème de reflux, il n'y a plus cette excuse de reflux. Julia est capable de dormir toute seule dans un lit. Mhm. Et pourtant, ce qui se passe, c'est que c'est moi qui n'ai plus capable de laisser ma fille dormir toute seule. Et oui. C'est chemin inverse qui se passe, c'est que tous ces pleurs, ça m'a traumatisée. Tous ces essais sur le sommeil m'ont traumatisée et je n'arrive plus à passer le cap de me motiver à recommencer en fait la Mhm. démarche. Donc c'est là que je prends conscience également à ce moment-là que finalement le problème depuis le départ, il y a aussi, il est lié à moi. Mhm. Et c'est à ce moment-là, à partir de février, que le travail sur moi-même commence avec les professionnels de la périnatalité et le psychiatre que je vois en parallèle. On fait 2 travails complètement différents mais complémentaires
L'unité, c'est vraiment pour les difficultés quotidiennes, le ressenti quotidien qu'on peut avoir. Mhm. Et le psychiatre, ça va être tout ce qui est lié bah, à notre contexte familial, personnel, l'enfance, etc. Oui, la thérapie, quoi, Donc, finalement. ouais, ouais, ouais. Mm. Donc tout ça me fait énormément de bien et puis au fil des mois, je vais de mieux en mieux. Julia s'éveille aussi, est de moins en moins bébé, hein, donc Mhm. ça marche, ça parle, elle sait s'exprimer aussi. Et ça nous amène à cet été. Euh, L'accompagnement avec l'unité s'arrête parce que c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Comme eux, ils allaient être en pause estivale au mois d'août, et que Julia allait avoir 2 ans au mois de novembre, euh, bon, pour eux, ils ne voyaient pas l'intérêt de se revoir au mois de septembre pour 2 mois. Voilà, tout allait D'accord. mieux. Ok. Euh, je décide à ce moment-là d'arrêter aussi mon traitement. Mhm. Je me sens mieux, je me sens de le faire. Et le mois d'août arrive, Julia n'a pas de crèche, mon conjoint est en congé, moi je ne travaille toujours pas. Du coup, on se dit, mais tous les voyants sont ouverts. Je vais mieux, Julia va mieux, elle est pas malade surtout parce que si on fait ça en plus qu'il y a une petite maladie dessus, c'est foutu. Mais on s'est dit, bon bah là, mais il n'y a aucune excuse pour pas y arriver et pour pas se lancer. Mhm. Donc on s'est relancé cet été. Et c'est mon conjoint en fait qui s'est chargé de ça, de ces lourdes tâches du sommeil. Parce que je pense qu'à un moment donné, dans mon lien d'hyperattachement, ça faisait des mois et des mois que Julia et moi on dormait ensemble, qu'il y avait des tétés la nuit. Donc ça allait être doublement difficile pour elle que ça soit moi qui soit là. Ça lui générait beaucoup de frustration parce que j'allais lui dire non pour la tétée. Je pense qu'elle allait encore moins comprendre pourquoi du jour au lendemain, maman, elle veut plus donner la tétée, elle dort plus avec moi. Je pense que ça va être trop difficile pour elle. On a bien sûr, avant de commencer, on a énormément discuté avec elle parce qu'un enfant comprend beaucoup, beaucoup. Même bébé, il faut beaucoup parler à son bébé, il faut pas négliger ça. Et donc Julien se lance. Alors il était bien entendu évident pour nous qu'on n'allait pas se lancer dans 3 heures de pleurs. Ça c'était hors de question. C'était pas nos convictions à nous. En tout cas depuis le départ on voulait limiter un maximum les pleurs. Bon bien sûr ce que j'ai appris via les bouquins, les forums, etc. C'est que enfin, apprendre un enfant à dormir seul en autonomie, il y a forcément des pleurs. Oui, la question c'est est-ce qu'on les accompagne ou pas, en fait. C'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Mm. Et c'est surtout, moi j'étais restée sur les pleurs du nourrisson, qu'un nourrisson s'il pleure c'est qu'il a un besoin. Quand l'enfant grandit, il pleure pour une émotion, pour un besoin, pour de la frustration. Bien sûr. Donc en fait tout se mélange aussi et il faut faire aussi la part des choses entre le pleur parce qu'il est frustré ou le pleur parce qu'il a besoin, le pleur parce qu'il a mal. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai dû apprendre au fil des mois avec l'unité parce que j'avais du mal personnellement moi à faire la différence. Bien sûr. Donc une fois que aussi on a un petit peu dédramatisé le fait qu'elle va pleurer, mais c'est de la frustration et pas un besoin vital, euh, déjà on est mieux préparé. Bien sûr. Et puis bon bah voilà, il se lance, mais dans l'accompagnement, on n'est pas là à lui dire allez salut, on ferme la porte et on la laisse pleurer. Ça s'est jamais passé comme ça. Ça a été énormément d'allers-retours avec des espacements dans sa chambre. Au début, bah voilà, il restait à côté d'elle, après il se met debout, après il quitte la chambre, tout en lui parlant à chaque fois, hein. Elle pleure, mais c'est vrai qu'il lui parle et il s'est créé sa petite phrase avec elle. C'était doudou tétine. Tu prends ton doudou, tu prends ta tétine. Tu prends ton doudou, tu prends ta tétine. Il lui répétait toujours, 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 toujours cette Mm. phrase. Et au bout de 3 jours, les pleurs sont déjà moins intenses. Bien sûr, il y a les réveils nocturnes, mais elle se rendort un peu plus facilement. Ça pleure, hein, mais c'est moins dur. Bien sûr. Et puis au bout d'une semaine, il n'y a plus de pleurs. Waouh, trop cool.
Et là, on se dit, waouh, quasiment 2 ans de galère et tout est parti en une semaine. Bah ouais, mais c'est C'est, voilà. qu'un enfant de 2 ans, ça n'est pas un bébé de 6 mois qui a des coliques, c'est une situation qui est toute différente. Et puis il y a tout le cheminement que toi tu as fait, tout le soin de toi, de ta santé mentale qui a eu lieu, qui a été aussi probablement un facteur débloquant de cette situation de Mm. sommeil difficile. Euh, du coup, aujourd'hui, comment vous allez tous les trois? Bah, ça va super bien. Julia dort dans son lit, dans sa chambre. On quitte la chambre et il n'y a pas de pleurs, il se passe rien, quoi. En fait, elle est totalement tranquillisée avec ça. Il y a même des fois des journées un peu miracles où c'est même elle qui demande à aller dormir. Chose qui est très étonnante, mais je pense que des Waouh! fois elle en peut plus. Elle dit maman dodo, et elle y va vraiment, elle va se coucher dans son lit toute seule, quoi. Oh, bah, Donc c'est génial! vraiment, c'est magique, quoi. Alors après, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que ça va rejoindre à ton épisode à toi où tu parlais de l'autonomie du sommeil. C'est qu'effectivement, autonomie ne veut pas dire pas de réveil nocturne, hein. Oh Je là, tiens oui. à le préciser. C'est vraiment ça parce que Julia, donc, finalement, courant août, allez, au bout de 10 jours, elle était vraiment très autonome au niveau du sommeil, mais il y avait toujours les réveils de la nuit. Euh, alors, vraiment, mon conjoint, il devait rester peut-être 3 minutes, 5 grand max en présence auprès d'elle pour la rendormir. Et puis ça roulait. Et puis petit à petit, les réveils ont disparu. Mhm. On va dire fin septembre, euh, on était sur un sommeil royal, quoi. 20 heures, 6 heures. Parfait. Allez, ça prend, franchement. Mais bon, voilà, ça ne dure pas longtemps parce que perturbations extérieures, parce que malade, parce que des changements dans sa crèche ont chamboulé aussi son sommeil. Donc le sommeil de l'enfant, il n'est jamais acquis, c'est tout. Je pense qu'il y a c'est tout le temps à un moment donné mis à rude épreuve, mais ce qui est important, c'est que l'autonomie reste. Parce que c'est ce qui permet de gérer au mieux les autres réveils finalement. Donc tant qu'elle est autonome, bah, même s'il y a des réveils nocturnes, ils sont facilement gérables. On n'y passe pas 1 heure, on n'est pas dans des hurlements non plus, et l'enfant se tranquillise plus facilement. Après, voilà, ça reste des petits-enfants qui ont besoin d'être assurés parfois la nuit. Puis à 2 ans, il y a les cauchemars aussi qui commencent. Donc il y a toujours quelque chose qui vient perturber le sommeil. Mais l'autonomie, c'est en ça qu'elle est importante, c'est pour pouvoir gérer les autres réveils finalement. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, quelque part, ça arme l'enfant. Ça donne à l'enfant des possibilités de gestion. Donc, c'est apaisant pour tout le monde et pour l'enfant qui se retrouve plus en situation d'échec de pouvoir se rendormir tout seul. Et même si c'est pas 100% du temps, hein, bien évidemment, c'est pas ce qu'on demande. Et puis pour le parent qui, du coup, n'a pas à se lever 4 fois par nuit à 2 ans. Oui. Je sais que c'est usant une parentalité quand même. Ouais. Ok, d'accord. Donc finalement, les choses vont bien, a priori, là, pour vous trois. Oui. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Est-ce que Après tout ce qu'on tu... a vécu, ça peut que être bien maintenant. Oui, vous avez pas démérité de votre place au soleil, ça, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, j'ai cru comprendre que ce parcours de maman avait aussi un impact peut-être sur ta vie pro. Donc, qu'est-ce qu'on peut te Oui. souhaiter, du coup? Et oui, quand on devient maman, je pense que comme beaucoup de femmes, ça donne énormément de force et de courage. Et moi, pour ma part, j'ai bien sûr, après tout ça, quitté mon travail, qui était devenu complètement dépourvu de sens, et pour réaliser mon rêve que j'ai depuis longtemps, qui était d'ouvrir ma propre crèche. Ça rejoint bien sûr le fait que j'ai toujours aimé les enfants, mais aussi voilà, ma nouvelle vie aujourd'hui de maman. Je trouve que ça résonne encore plus en moi de vouloir réaliser ça, d'accompagner aussi d'autres enfants et d'autres parents à travers cette crèche. Donc, pareil, en fait, hein, on est dans la même équipe de les problèmes de sommeil et les difficultés de la maternité se transcendent dans un projet d'accompagnement d'autres parents qui sont dans la galère, tout simplement. Ouais. Mais c'est un côté très réparateur aussi, d'aider les autres là où nous on en a tellement chié. Donc, eh ben, longue vie à ton projet de crèche, du coup. Merci. Euh,
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais te dire, si tu as un souvenir, tu sais, d'un des pires moments où Julia, elle était en PLS, toi, tu étais en PLS, tout le monde était en PLS. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais te donner pour toi, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Voilà, c'est quoi ton auto-coaching? En fait, on m'a beaucoup dit quelque chose que je ne supportais pas qu'on me dise à l'époque. On me dit, mais ça va passer avec le temps. Oui, bien Et sûr. en fait, ça me... enfin, j'étais là, mais c'est trop long. C'est trop long. 1 heure déjà, c'est trop long. Donc comment je peux attendre encore des mois? Par contre, il est vrai que c'est vrai. Tout passe avec le temps. C'est de moins en moins dur. C'est très dur au début, ça l'est de moins en moins. Parce que bébé grandit, parce que nous aussi on apprend et qu'on évolue. Mais c'est pas ce qui m'aurait fait du bien sur le moment de le savoir ça. Ce qui m'aurait fait du bien, c'est de me dire ok, souffle un coup, ça va aller, ça va aller. Aie confiance Mm. en toi et surtout écoute-toi. Je me suis pas assez écoutée, j'ai trop voulu écouter ce qui se disait autour de moi en fait, de vouloir toujours rentrer bah, voilà, dans des cases pour faire plus ou moins plaisir à l'entourage. Mais en fait, on s'en fiche de ce qui se passe chez le voisin. Bah, chaque enfant est différent, chaque situation, chaque famille est différente. Donc, soyez le parent que vous avez envie d'être. Quel beau message. Effectivement, ayez la parentalité qui vous ressemble parce que c'est la seule qui résonnera juste pour vous et pour votre enfant. C'est ça. Merci Ophélie de nous avoir Mais tout merci à toi, Manon. raconté. Merci pour ton histoire qui est si inspirante. Merci d'avoir sollicité cette interview. Je suis vraiment ravie et très honorée d'avoir pu te recevoir aujourd'hui à mon micro. Je vous souhaite à tous les trois une belle suite, une belle continuation. Est-ce que vous avez des Oui. projets à part ta reconversion professionnelle? Oh, c'est déjà pas mal, hein. C'est comme un Ouais, deuxième bébé, hein. ouais, ça, ça on sait, ouais. Mais ce que je veux délivrer aussi comme message, c'est Wonder Woman, elle n'existe pas. Donc, bien que la maternité donne des super pouvoirs, on n'est pas des surhumaines. Donc, demander de l'aide, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est faire preuve de courage. Donc j'ai eu beaucoup de mamans autour de moi qui ont éprouvé des difficultés aussi. Je leur disais, mais va, demande de l'aide, va à l'unité de périnatalité. Et elles n'ont pas osé, mais osez y aller, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Complètement, prenez soin de vous, tout à fait. Deuxième message hyper Voilà, important. Merci, j'espère que ce sera entendu. j'espère aussi. Ouais, bah écoute, on va croiser les doigts, c'est à ça que ça sert en tout cas ce podcast. Merci, merci, merci tout plein. Et puis, à bientôt peut-être. Oui, à bientôt Manon. Bonne route à vous trois, merci encore. Merci. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie évidemment encore une fois Ophélie pour sa confiance et pour son témoignage qui est très inspirant, je trouve. Quant à moi, eh bien, je vous remercie à vous d'être encore une fois toujours plus nombreux à nous écouter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant, en mettant des petites étoiles sur toutes vos applis de podcast et puis en en parlant finalement autour de vous si vous connaissez d'autres personnes que peut-être ça peut intéresser ou rassurer. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.